Anne Lelarge, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du bureau de Renaissance en Sarthe, vous êtes en charge de la logistique. Merci d'être venu répondre aux questions de RCF Sarthe. Merci de m'avoir invité. On va parler d'actualité, on va parler de local avec la réorganisation du bureau du parti que vous représentez. Pour commencer, en parlant d'actualité, justement, ce jeudi, le projet de loi sur la réforme des retraites est voté par l'Assemblée nationale. C'est la grosse actu du moment. Oui. Le vote n'est pas gagné car LR, qui serait un peu, l'allié naturel de la majorité présidentielle, est toujours aussi divisé sur le sujet. D'après nos confrères de France Info, entre 15 et 25 députés de ce groupe à l'Assemblée nationale, j'entends bien, ne pourraient ne pas voter ou s'abstenir. Qu'est-ce qu'on en attend au niveau local à Renaissance ? Au niveau local, à Renaissance, on espère effectivement que cette loi va passer. C'est pour nous, je pense, à l'image de ce que veut le président, une réforme nécessaire pour sauver le système de retraite, notre système de retraite par répartition qui est si précieux en France. Donc effectivement, on attend que cette loi passe et on entend l'inquiétude des gens. Mais l'objectif, c'est vraiment de sauver ce système par répartition. Selon vous, il n'y avait pas d'autres alternatives ? D'autres alternatives pour sauver le système par répartition ? Les autres alternatives, c'est soit l'allongement, effectivement, comme on le dit, jusqu'à l'âge de 64 ans de la durée de cotisation, ou soit c'est la baisse des retraites. Et c'est quelque chose qu'on ne souhaitait pas. Rogner sur les pensions des retraités, ça paraissait peu envisageable. Donc l'allongement de cette durée de cotisation paraît la meilleure alternative en tout cas. Est-ce que selon vous, ça pourra passer sans un 49.3 ? On l'espère. Olivier Véran a dit qu'il n'y aurait pas de 49.3. Maintenant, je peux pas vous dire ce qui se passera demain. Mais effectivement, moi je ne le souhaite pas à titre personnel qu'il y ait de 49.3 et j'espère que l'Assemblée pourra valider ce texte. Est-ce qu'il aurait peut-être fallu faire plus un pas vers des partis ou d'autres, notamment LR, faire des concessions ? Des concessions, on a fait des concessions par rapport aux inquiétudes qui étaient faites, puisqu'on a pris en compte les carrières longues, les congés parentaux des mères de famille. On a pris en compte pas mal de choses. Il y a des aménagements qui ont été faits. Maintenant, on peut pas non plus complètement dénaturer la loi initiale pour permettre toujours de sauver ce système. Donc je pense que le pas a été fait. Après, à LR de voir si ce pas correspond à leurs attentes et s'ils ont envie de nous accompagner dans cette réforme qu'ils défendaient en plus à l'origine. D'ailleurs, Éric Ciotti avait dit c'est une réforme de notre parti. Oui. Limite, il se l'approprie. Comment on le vit quand on est militante de la majorité présidentielle ? Mais après, je pense qu'il n'y a pas de réforme d'un parti ou d'un autre. C'est une réforme juste pour sauver le système de répartition. Et c'est très bien qu'eux aussi, ils aient défendu ou qu'ils défendent encore cette réforme. C'est juste une réforme logique et donc elle n'appartient à aucun parti. Pour moi, c'est vraiment une réforme nécessaire face à la baisse de la démographie, à la baisse du nombre d'actifs. Donc dire qu'elle appartient à un parti ou à un autre, peu importe. L'important, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui se rendent compte de la nécessité de cette réforme. Donc, en tant que militante, vous ne vous sentez pas concernée quand, par exemple, d'un côté, Olivier Dussopt dit que c'est une réforme de gauche, d'autres, c'est une réforme de droite ? Pour moi, ça n'a pas vraiment de couleur. C'est une droite et gauche, je vois pas en fait le lien avec cette réforme. L'objectif, c'est pas de dire qu'on est de droite et de gauche ou de mettre dans les cases une réforme. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir permettre aux Français de continuer à être solidaires dans la retraite. Les femmes quand même restent les grandes perdantes avec des carrières hachées. C'est pas dommage. Alors les femmes sont effectivement à l'origine peuvent être considérées comme les grandes perdantes, mais il y a quand même pas mal d'aménagements qui ont été faits, particulièrement donc sur l'augmentation, la revalorisation des pensions. On sait que le gain moyen sera environ de 600 € par an, enfin 50 € par mois, et ce sera plus pour les femmes, puisqu'on va prendre en compte le congé parental. Quand elles auront atteint un certain nombre d'années de cotisation, elles pourront partir dès 63 ans dans les mêmes conditions que les hommes. Il faut aussi se dire que l'important, c'est pas tant l'âge de départ, mais c'est le montant. Notre objectif, c'est que les femmes puissent avoir des retraites qui soient équivalentes à celles des hommes en termes de montant, plus qu'en termes d'âge de départ à la retraite.
Le fait d'avoir fait quelques concessions, vous l'avez rappelé vous-même, qui vont dans le sens de LR, d'une certaine façon, c'est la marque, la réforme. On dit pas gauche, pas droite, mais on va vers la droite. On va vers la droite, on va vers ceux qui veulent travailler avec nous. Donc sur ce coup, c'est la droite. Et sur d'autres sujets, ça peut être la gauche. Ce serait la droite, ce serait la gauche, ce serait pareil. C'est pas une histoire de droite et gauche. Je pense que voilà, on a un projet et après il y a des personnes qui peuvent adhérer à ce projet et qui trouvent ce projet juste et nécessaire. Peu importe que les gens viennent de droite et de gauche, là, il s'avère que c'est des personnes de chez LR, c'est des personnes de chez LR. On a parlé, donc, Olivier Véran, vous l'avez rappelé, a souhaité que le 49.3 ne soit pas utile. Est-ce que le 47.1, avec passé dans une loi de finances, avec un temps de travail parlementaire réduit, sur un sujet qui est un véritable sujet de société, est-ce que ça se justifie? C'est pas un peu un tour de passe-passe pour gagner du temps? Je pense que c'est quand même pas la même chose que le 49.3. C'est moins brutal. Oui, et puis ça permet quand même d'avoir des discussions avec l'Assemblée. Après, est-ce que ça se justifie? Disons qu'il faut avancer en tout cas sur ce sujet. Donc après, d'une manière moins brutale, effectivement, d'une manière pas brutale comme le 49.3. Moi, je vous le dis personnellement, je ne le souhaite pas, mais pour la nécessité des Français, pour la nécessité de notre système, il faut quand même avancer et avoir ces discussions avec l'ensemble des personnes de l'Assemblée et du Sénat. Selon l'INSEE, seuls 56% des 55-64 ans, donc la catégorie des seniors, possèdent un contrat de travail. Est-ce que retarder le départ, en fait, c'est pas juste reculer pour mieux sauter? Ah oui, alors effectivement, donc là, c'est vrai que cette réforme, et ça fait partie du projet de loi, elle est accompagnée aussi d'un travail pour les seniors, pour le travail des seniors. Donc il va y avoir une obligation de négociation dans les entreprises concernant l'insertion et le recrutement et du travail des seniors. Des réformes sont proposées à ce niveau-là? Ça fait partie du projet en tout cas. 1 200 € pour tous, il y a eu, selon mon point de vue, soit une erreur de communication, soit un effet d'annonce qui n'est pas suivi. Ça, je pense que ça a été prouvé. Vous en pensez quoi? C'est une erreur? C'est, encore une fois, peut-être une communication un peu mensongère? Comment ça se vit? En ce qui concerne, vous voulez dire la pension minimale? Qui ne va concerner qu'une poignée de personnes, là où c'était censé concerner... Alors, c'est vrai que moi, au niveau technique, du détail technique de la pension, je maîtrise... très peu. Très peu. Alors, ça, c'est bien de le rappeler, oui. Je vais vous renvoyer à Madame Delpech, donc qui fait des permanences citoyennes, d'ailleurs, ou qui peut répondre à toutes vos questions. Justement, vous êtes membre du bureau Renaissance ici en Sarthe. On s'en doute qu'il y a des membres de la majorité présidentielle, des militants, des militantes comme vous qui sont contre. Quels sont les retours que vous en avez? Est-ce que les gens vous en parlent lors de votre réunion, vos proches? Comment on le vit en Sarthe? Il peut y avoir des militants qui sont inquiets. Effectivement, on a des militants qui font partie de syndicats qui sont inquiets de cette réforme. C'est pas contre, mais c'est plus une inquiétude personnelle qui peuvent venir nous dire qu'est-ce qui va se passer pour moi, combien je vais toucher, dans combien de temps je vais partir. Donc c'est des inquiétudes auxquelles on répond. Et notre objectif d'ailleurs en tant que bureau, ça va être de répondre à ces inquiétudes des citoyens. Comment ça se passe? Vous organisez des bureaux avec Madame Delpech? Alors pour l'instant, on en est au début. On vient de constituer notre bureau, dont Madame Delpech est la référente. On va en parler plus tard. Voilà. Oui. Mais oui, l'objectif après, on a vraiment cet objectif sur les années à venir de faire des ateliers dans toute la Sarthe, que ce soit en campagne ou au Mans, autour des sujets d'actualité pour pouvoir répondre aux gens. Ça peut être des réunions publiques ou des ateliers, mais c'est d'aller au contact pour essayer de répondre à toutes ces inquiétudes parce que je pense que les gens sont très inquiets. Donc vous sentez qu'il y a une inquiétude? Il y a une inquiétude. Je pense que les gens ne sont pas fondamentalement contre, moi je le vois au sein de mon travail, mais c'est plus une inquiétude personnelle, de leur cas personnel, que quelque chose qui est complètement obtus. Et qui sont ces personnes inquiètes? Souvent, c'est des personnes qui ont un travail difficile, c'est le fait de travailler juste 2 ans de plus, c'est la façon dont c'est annoncé. Comment, ici, au niveau local, vous le ressentez? Pas vous, le bureau, j'entends. Je pense qu'il y a 2 choses. Alors, il peut y avoir effectivement des personnes inquiètes par rapport à leur cas personnel, parce qu'elles ont une projection. Moi, j'ai dans mon entourage professionnel les personnes qui se sont projetées partir à un certain âge et qui se disent finalement, il va falloir que je me projette d'une autre manière. Donc, il y a une inquiétude par rapport à ça, vraiment de leur cas personnel, même si elles comprennent qu'il faut sauver le système par répartition. Et puis, il y a une autre inquiétude, donc, qui est depuis longtemps, qui est avec la diffusion aussi de fausses informations. On disait que il y a une fake news qui circule en ce moment, qui disait que si on part avant 64 ans, on n'aura rien. Bon, c'est faux. Donc, je pense on a une retraite partielle. On aura une retraite partielle, mais on n'aura pas rien. Et ceux qui ont commencé tôt?
À ceux qui ont commencé tôt aussi, il y a un aménagement pour les carrières longues avec des départs qui peuvent être plus tôt. S'ils ont suffisamment d'annuités, ils pourront partir plus tôt, effectivement. Ces personnes qui viennent vous voir, ces personnes, vous êtes peut-être proches au bureau départemental, certains sont peut-être encartés dans des syndicats. Le président de la République, bon, on ne peut pas dire qu'il ait fait un grand pas vers les différents syndicats, qu'ils soient réformistes ou pas. Comment ça se ressent? Vous faites des remarques là-dessus sur le manque de dialogue social, l'éventuel manque d'ailleurs, on parlera au conditionnel? Alors le pas, il l'a fait quand même, puisque à la base, l'âge de la retraite devait être à 65 ans, donc il a écouté les demandes des syndicats, puisque maintenant c'est passé à 64 ans avec une prise en compte, comme je vous disais, des carrières longues, des personnes qui ont des problèmes d'invalidité, qui ont des problèmes de pénibilité. Donc il les a écoutés. Après, les syndicats, est-ce qu'ils veulent vraiment un aménagement ou est-ce qu'ils veulent qu'il n'y ait pas du tout de réforme? C'est la question. Après, je pense que le président, vraiment, son objectif, c'est pas une réforme électoraliste, c'est pas une réforme pour faire plaisir, c'est une réforme parce qu'il n'y a pas le choix et qu'on en a besoin, vu la baisse du nombre d'actifs qui vont cotiser. Donc à partir de là, je pense que le chemin a déjà été fait, mais qu'il faut avancer. Mais qui n'est pas suffisant, le chemin peut-être. Après, quel chemin veulent-ils que l'on prenne? Est-ce que si c'est une réforme pour ne pas en être, et si ça ne permet pas de sauver le système par répartition, ça n'a pas d'intérêt. On parle de grosses dissensions entre le parti du président de la République et celui d'Édouard Philippe. Là, on est dans les hautes sphères à Paris. Comment vous vivez en interne? Est-ce que ça peut être un sujet d'inquiétude ici en Sarthe? Alors c'est vrai qu'en Sarthe, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout pour faire la langue de bois ou quoi que ce soit. Mais vraiment en Sarthe, on a une très très bonne communication avec Horizon. Je sais que Mme Delpech voit souvent les responsables d'Horizon Sarthe. Quand les Horizon fait des réunions, nous y allons. Quand nous faisons des réunions, ils viennent. Quel est le rapport de force à peu près entre Horizon et en termes d'élus, de personnes? D'élus, de personnes. Alors d'élus, c'est vrai qu'en Sarthe, si on regarde au niveau de nos parlementaires, on a une personne qui est Renaissance, une personne qui est Modem, et on a Jean-Carl Grelier qui fait partie du groupe Renaissance, mais qui n'est pas encarté Renaissance. Qui a été investi. Qui a été investi par Renaissance, mais qui n'est pas... Donc il n'y a pas Horizon quand même, comme au niveau national, Horizon c'est un peu le petit frère. Oui, mais il a aussi sa place à prendre. Horizon a sa place à prendre, a des idées, et vraiment, on travaille vraiment avec les personnes d'Horizon. Et le but, c'est d'avancer main dans la main. C'est comme une famille, et on serait 3 frères et sœurs avec le Modem, Horizon et Renaissance. Horizon, pour eux, la réforme des retraites, il faudrait même pousser jusqu'à 67 si on suit Édouard Philippe. Je ne sais pas si tous les militants sont d'accord, mais ça va beaucoup plus loin. Après, c'est aussi un compromis entre tout le monde. Horizon veut pousser à 67, il y a les syndicats qui voudraient que ce soit plus tôt. L'objectif, c'est aussi de faire un compromis entre chacun. Puisqu'on parle justement de Jean-Carl Grelier, député Renaissance, il a demandé pardon aux Français pour la tenue du débat. Vous avez rappelé qu'il n'est pas membre de Renaissance, il est juste investi. Est-ce que le bureau a eu l'occasion de lui parler? C'est dans le Maine Libre où il a dit « Je demande pardon aux Français pour la tenue du débat ». Il s'excuse de tout ce que les gens ont pu voir à l'Assemblée ou ailleurs d'ailleurs. Après, Jean-Carl Grelier, il est complètement libre et c'est très bien de s'exprimer de la manière dont il veut. Donc comme je vous disais, il est investi par Renaissance, il n'est pas encarté chez Renaissance, donc nous le bureau, on n'a pas à lui dire... On peut lui parler quand même. On peut lui parler, mais... Il représente quand même en tant que député... Il représente en tant que député la majorité présidentielle. Maintenant, il a une liberté et n'étant pas encarté dans le bureau, on n'a pas à intervenir ou à lui dire quoi que ce soit. Il est libre. Il est libre, il fait partie de la majorité présidentielle, il vote avec la majorité présidentielle, et après son expression, c'est la sienne et c'est sa liberté. Sa liberté, quand même, elle est un peu menaçante parce qu'il est suppléante LR. C'est-à-dire, si demain il démissionne, Anne Beauchef devient députée, en Sarthe, sur 5 députés, ou d'en avoir 3 qui sont de la majorité présidentielle, ça en fait 2. On peut quand même, je ne pense pas qu'il démissionnera demain, mais on peut le craindre. Moi, je pense qu'il restera dans la majorité présidentielle parce qu'il a adhéré à ce projet. Il a adhéré au projet d'Emmanuel Macron, il a adhéré au programme. Assez tardivement. On a eu l'occasion de lui poser la question et il est déjà venu ici. Non, mais c'est sûr. Tardivement, mais il y a adhéré. Donc, je pense qu'il ne quittera pas la majorité présidentielle. À savoir après si... pour l'instant, il est encarté nulle part. Est-ce qu'il va être resté chez Renaissance ou aller dans une autre couleur de la majorité présidentielle? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il fait partie de la majorité présidentielle et moi, j'ai toute confiance qu'il va continuer à soutenir les lois liées aux propositions du gouvernement. Ce qu'il explique, justement, lui, c'est que dans sa circonscription, vers la Ferté-Bernard, dont il a été maire, on ne lui parle même pas de la réforme, on lui parle de la tenue des débats. Le fait que, notamment, ça a été un peu anarchique parfois à l'Assemblée. Et vous, c'est quoi les retours que vous en avez? Mais c'est vrai que les débats peuvent paraître anarchiques à l'Assemblée. Mais après, c'est intéressant aussi, parce que l'Assemblée, c'est la première fois qu'on a ça. C'est une majorité relative avec des couleurs très, très différentes à l'Assemblée. Une représentation incroyable des Français. Donc,
forcément que ça tient des débats soutenus avec des couleurs très différentes, mais c'est ça qui est riche aussi. Donc effectivement, on n'est pas habitué à ça. Même quand il y a des débordements, des bras d'honneur de Dupond-Moretti, Oui, des insultes racistes de la part de Grégoire de Fornas, et j'en passe des tweets qu'on ne veut pas retirer de la part d'un député de la France Insoumise, ça va quand même loin, ça ne donne pas forcément une bonne image. Il y a des débordements qui ne donnent pas forcément une bonne image. Après, chacun a sa responsabilité en tant que député, en tant que parlementaire, effectivement, de faire passer ses idées, mais avec le respect et la tenue qu'il se doit. Donc les débordements, moi je les renvoie à chaque personne qui déborde pour le coup. Vous faites des retours à vos parlementaires, à Madame Delpech, en lui disant quand même... Oui. Elle n'y est pour rien, attention. Mais... Elle n'y est pour rien, elle le constate aussi. Mais la richesse du débat est très intéressante. Après, c'est vrai que c'est malheureux de voir certains débordements. Mais voilà, c'est chaque personne a sa responsabilité due à son rôle. On pense déjà, c'est peut-être un peu tôt, peut-être un peu prématuré, mais est-ce qu'on pense déjà aux européennes au sein du bureau départemental Renaissance ? Parce que c'est quand même des élections qui profitent rarement aux sortants. Pour rappel, en 2019, il y a eu le même nombre de députés, 23 entre RN et La République En Marche, mais avec un petit peu plus de voix pour le RN. Donc on sent que c'est quand même, historiquement, ça attire les partis quand même qui sont en marge, je dirais. Ou du moins qui sont sur les extrêmes, pas en marge. Non, c'est intéressant. Alors, pour tout vous dire, c'est vrai qu'on n'est pas encore, on n'est pas encore dans cette dynamique-là, puisque là actuellement, on est vraiment dans des dynamiques nationales et notamment là sur la réforme des retraites. Mais notre bureau vient de se constituer, mais effectivement, on n'est pas dans cette dynamique, mais on est tous conscients de comment dire. Que c'est une grande étape. Que c'est une grande étape. Avant de parler de la réorganisation du bureau départemental dont vous êtes membre, dernière question vraiment politique. Le président de la République a annoncé la semaine dernière, donc le 8 mars, son intention de présenter un projet de loi permettant d'inscrire dans la Constitution la liberté pour les femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Vous en pensez quoi ? C'était déjà le bon moment ? Alors moi, d'un point de vue personnel, je suis déjà ravie qu'il ait fait cette prise de parole. Le bon moment, oui, parce qu'on voit que l'IVG dans certains pays est un petit peu remis en question. Donc je crois que ça n'est pas le cas en France. Hein. Non, c'est pas le cas en France. Mais je crois que c'est le bon moment. C'est le bon moment de montrer ce positionnement et de montrer qu'en France, au contraire, on va constitutionnaliser ce droit. Et oui, je trouve que c'est fondamental pour le droit des femmes et c'est un bon signal aussi à montrer aux autres pays qui reculent. Donc oui, le bon moment, oui, d'un point de vue mondial. Anne Lelarge, vous êtes donc enseignante et vous êtes ici en tant que membre du bureau départemental de Renaissance en Sarthe. Oui. C'est un bureau qui a été remanié, vous l'avez dit plusieurs fois, en janvier. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette réorganisation ? Alors en fait, c'est vrai que le parti LAREM est devenu Renaissance. Le site est resté l'ancien. Le site Je est me resté permets l'ancien. de vous le faire remarquer. Oui, vous avez bien raison. C'est vrai qu'on a du travail, c'est assez récent. Donc nous avons un nouveau bureau dont la référente est Madame la députée Julie Delpech. Et à partir de ce bureau, nous avons différents pôles. Des pôles qui sont liés à des questions d'ordre économique ou sociétal. Il y a des personnes qui vont pouvoir vous répondre sur les réformes plus économiques, des personnes qui vont vous répondre sur l'égalité femmes-hommes. Donc, il y a des membres du bureau qui sont vraiment attelés à des questions politiques. Et puis, il y a des fonctions plus logistiques, communication ou gestion du site Internet. Enfin, on a une répartition qui s'est faite assez récemment. Et l'objectif, effectivement, c'est de structurer ça et d'aller à la rencontre des personnes. Puisque ça a été fait récemment, justement, les rôles ont déjà été distribués. Les rôles ont été distribués, oui, effectivement. Donc là, il y a eu l'élection de Julie Delpech. Et suite à ça, donc nous avons eu plusieurs réunions pour voir qui voulait se positionner où, comment est-ce qu'on pouvait se répartir les rôles. Et les rôles ont été distribués, effectivement. Vous, votre rôle, vous êtes en partie logistique. Exactement. Donc c'est un rôle qui me permet effectivement de gérer tout ce qui est tract, affiches et pouvoir faire la distribution et aussi la réservation des lieux lorsque nous faisons des ateliers, des réunions. Donc c'est un rôle très logistique. Donc pour le coup, les européennes, ça va être un gros moment pour vous. Ça va être un gros moment, oui. Mais c'est un moment intéressant de prendre part à sa façon dans ces élections et défendre ses idées, même si c'est d'une manière logistique, c'est la défense de nos idées. Comment vous êtes arrivé à ce qu'on appelle entre guillemets la Macronie ? Vous êtes, il me semble, une macroniste de la première heure. Je suis une macroniste de la première heure, oui. Alors c'est vrai qu'au sein de notre bureau, on a beaucoup de macronistes de la première heure, mais aussi des macronistes qui nous ont joints jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, je fais partie de ceux de la première heure. C'est venu tout simplement parce que jusqu'à 2016, je votais un peu par défaut. Je trouvais des très bonnes choses à droite et des très bonnes choses à gauche. Donc c'était un peu gênant quand il y avait un combat droite-gauche, un duel droite-gauche. Je votais par défaut en me disant... Il y avait le MoDem.
Alors oui, il y avait le MoDem. François Bayrou comme une personnalité marquante de l'histoire contemporaine. Alors voilà, François Bayrou nous propose aussi une voie qui est intéressante, mais qui ne me correspondait pas en tout cas à l'époque. Moi, je voyais des très bonnes idées à droite, des très bonnes idées à gauche, mais que je voulais défendre jusqu'au bout. Il y avait des choses intéressantes à droite à défendre jusqu'au bout, des choses à gauche pareil. François Bayrou, à l'époque en tout cas, me semblait être un petit peu au milieu. Et c'était pas ça que je ressentais dans mon envie de faire la politique. Et c'est vrai, quand Emmanuel Macron est apparu avec son idée de droite et de gauche, de pragmatisme, de prendre le meilleur des deux côtés, ça a été vraiment une révélation politique à me dire c'est exactement ce que j'attends. Donc le meilleur des deux côtés, ça peut être aller vers la droite pour la retraite, à gauche pour l'IVG, à droite pour l'immigration. Ça peut. Ça y ressemble. Mais ça peut. En tout cas, vous vous reconnaissez dans ce projet. Pour ma part, oui. Après, chacun a une interprétation différente et est venu pour différentes raisons. Il y a des personnes qui sont venues parce qu'ils ont confiance aussi dans le président. Il y a des personnes qui se sentent ni de droite ni de gauche ou qui se sentent centristes. Et c'est vrai que pour ma part, si je devais me définir, ce serait de droite et de gauche. Et comment, par exemple, vous avez participé à la campagne de François de Rugy qui représentait la majorité présidentielle? En face de vous, vous aviez la liste de Christelle Morancet, où il y a notamment un parti auquel appartient Jean-Claude Gruguet, qui maintenant est député avec vous. C'est un peu cette espèce d'entre-deux. Comment on le vit au niveau local? Il y a aussi des personnalités qui viennent plus du PS au sein de la majorité. On pense notamment à Madame Delpech, qui a travaillé avec des élus socialistes, on dira, dans une carrière précédente, avant de se présenter elle-même. On arrive à gérer autant de personnalités. Comment vous voyez depuis votre poste? Déjà, je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, au sein de Renaissance, on a vraiment des personnes d'horizons différentes. Et même c'est un jeu de mots peut-être horizon. Oui, non, c'est même pas un jeu de mots. C'est le fruit du hasard. Mais effectivement, on a des personnalités différentes avec un passé politique différent ou apolitique. Et c'est la confrontation de ces idées que je trouve très intéressante. On se réunit alors que à la base, on était complètement ailleurs et on se réunit autour de valeurs communes. Alors, pour reparler de la campagne que j'ai fait avec François de Rugy, François de Rugy, c'est quelqu'un aussi qui m'intéressait beaucoup. J'aime bien ses idées, sa manière de voir les choses et sa vision. Donc j'avais envie de faire campagne derrière lui. Ce qui n'empêche pas que le travail qui a été fait au régional était très bien sur le précédent mandat et que la réélection de Christelle Morancet est méritée puisqu'elle a fait un excellent travail et qu'elle continue dans cette lignée. Et le fait qu'elle se rapproche de la majorité présidentielle, ou du moins qu'elle s'éloigne, qu'elle ait quitté le parti LR, ça va dans le bon sens, selon vous? Oui, ça va dans le bon sens, que je pense que c'est une personne qui est aussi pragmatique et qui sait reconnaître qu'il y a des bonnes choses des deux côtés. Donc pour moi, oui, ça va dans le bon sens. Mais c'est vraiment dans cette intention de ne pas être figé dans une idéologie précise, mais vraiment de savoir faire la part des choses entre le bon à gauche et le bon à droite. Donc qu'elle se retrouve peut-être à un moment ou à un autre à Renaissance, ce serait une excellente chose. Et il n'y a pas un risque, que ce soit au niveau national ou local autre, que justement il y a un manque d'idéologie à force de prendre des deux côtés? Non, parce qu'on prend pas tout non plus des deux côtés. Je pense que l'idéologie, c'est pas une idéologie, c'est vraiment une volonté d'efficacité. D'efficacité pour faire avancer la France, pour faire avancer l'économie de la France et pour aller dans le bon sens. En fait, c'est pas vraiment une histoire d'idéologie, parce que l'idéologie, je trouve que ça peut parfois être bloquant et nous aveugler face à l'efficacité. Mais une loi est souvent teintée d'idéologie. On pense notamment à la réforme des retraites. Il y a l'argument que vous avez développé d'équilibrer, mais il y a quand même ce côté se mettre au niveau européen où on travaille plus tard, et c'est un peu parce qu'on est dans une séquence entre guillemets plus libérale, plus droitière. Les lois restent teintées de faire la chose d'aller dans la direction qui est le plus en phase avec le bien pour le pays. Moi, je vois ça plus comme ça que par idéologie. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que le pays avance du mieux qu'il peut, sociétalement et démographiquement? Donc, comment est-ce qu'on peut, dans la balance, mettre en œuvre des choses pour que ça se passe le mieux possible? Et on a bien compris que selon vous, ça passe donc par le travail du gouvernement. Merci. Merci beaucoup.